Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, voilà le dernier volet de notre colloque de 2 jours sur Ensemble, un regard international sur l'éducation inclusive. Je pense que nous avons déjà appris plein de choses jusqu'ici, mais ne nous arrêtons pas là. Et avant d'appeler donc le panel et la modératrice forcément de la 4e table ronde, j'ai le grand plaisir de vous présenter un autre homme très engagé sur ce qui nous intéresse. Merci de faire un petit triomphe au directeur adjoint de la société Andros, mais oui, les purées, les compotes, Jean-François Dufresne. Le voici. Venez me voir, monsieur Dufresne. Vous aussi, vous aurez le microphone. On reste là au milieu. On reste là, bonjour à tous. Vous voulez vous asseoir ou on reste debout? Oh, on peut rester debout. Voilà, c'est ça, on est assis tout le temps. Alors, monsieur Dufresne, vous êtes un homme plein de ressources et de rebondissements, parce que suite à, on peut dire, un drame familial personnel que vous allez nous expliquer, vous avez pris l'initiative. Racontez-nous ça, je ne veux pas raconter ça à votre place. Alors, première chose, c'est pas un drame. C'est pas un drame d'avoir un enfant autiste, c'est un émerveillement, c'est une aventure formidable. Merci de me corriger. Et mon fils est un être merveilleux. Donc, je ne vais sûrement pas vous dire autre chose. Toutes mes excuses de l'avoir appelé drame, vous avez raison. Vous avez raison de me recadrer. C'est pas un drame. C'est pas la vie facile tous les jours. Mon fils est né 15 ans avant la loi de 2005. Inutile de vous dire qu'il n'est pas allé à l'école. Qu'il a fallu tout s'organiser. Donc, pas de problème d'inclusion. Enfin, pour revenir... On peut le voir de cette façon. Mais non, aucun. Aucun problème d'inclusion. Ensuite, d'abord, quand M. Bourg m'a appelé pour me dire « Venez sur un colloque sur l'éducation inclusive », j'ai dit « Mais vous êtes trompé de numéro de téléphone. » L'entreprise et l'éducation, c'est 2 mondes qui se rejoignent assez peu, malheureusement. Alors, maintenant j'ai compris. Parce qu'il n'y a pas d'école inclusive sans société inclusive. Il n'y a pas de confiance dans l'école s'il n'y a pas de confiance dans les handicapés après. Donc, l'école inclusive, c'est une absolue nécessité, mais elle s'inscrit dans la société inclusive. Absolument. Et donc, s'ils n'ont pas de boulot après, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. On va faire une bande de gens malheureux, profondément malheureux, parce qu'ils n'auront pas de travail. Et qui en plus, excusez-moi d'en parler aussi, vont coûter beaucoup d'argent à la société, parce qu'il va falloir les occuper au lieu qu'eux, ils ont une occupation. Si on peut appeler ça occuper les foyers d'accueil médicalisés, oui. Donc, je n'ai rien, ils sont nécessaires. Donc, je vais à nouveau pas les critiquer, mais ils sont nécessaires, mais notre vision de la prise en charge de l'autisme. Alors moi, je vous parle que des autistes parce que c'est la seule chose que je connaisse. Mais c'est très bien, c'est votre... Donc, vous en avez beaucoup parlé, hein, parce que c'est très à la mode, l'autisme. Donc, je crois que le point clé, c'est comment on fait pour leur donner un travail et leur donner une vie digne. Et là, il faut tout de suite dire que vous n'avez pas attendu à ce que l'initiative soit prise, vous l'avez pris vous-même. Donc, je rappelle quand même que vous avez fondé en 2001 d'abord une association Apprendre autrement, vu que votre fils n'avait pas droit à l'école, soyons très clair. Et en 2015, vous êtes allé plus loin et vous avez fondé l'association Vivre et Travailler Autrement, qui justement est cette idée de la société inclusive qui ne se borne pas à l'école. Absolument. Donc mon fils et ses petits camarades sont des autistes sévères, pour la plupart non-verbaux, et jugés sur les normes des neurotypiques. Alors les neurotypiques, c'est la plupart d'entre vous, je pense qu'il y a très peu d'autistes dans la salle, mais enfin les neurotypiques, ils ont des... Et puis les neurotypiques cartésiens français, c'est pire. Hein. Les neurotypiques, ils ont une façon de classifier les gens, et ils m'ont dit, votre fils, il est retardé mental. C'est vrai que scolairement, il est à un niveau, allez, CP. Si tout va bien, il sait vaguement, il sait compter. Mais on a complètement, quand on regarde un handicapé, on a pris l'habitude de se poser la question de qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et ça c'est pour vous, pour l'école, c'est en permanence. J'ai exactement les mêmes... Tout ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on vit. La question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les autistes sont des êtres prodigieux qui ont comme caractéristique de penser différemment du neurotypique que je suis. Et que vous êtes probablement. Nous sommes un peu plus restreints. Et on veut absolument les faire rentrer dans notre moule. Et ça ne marche pas. On fait des malheureux. Pourquoi, au lieu de... Alors, comme on ne sait pas les faire rentrer dans notre moule, on les surprotège. Et en les surprotégeant, on leur enlève la vie.
C'est ça, on les isole en fait On d'une les certaine isole. façon. Bien sûr. Les handicapés, on aime bien. Ici, on est prêt à payer parce que ça nous donne bonne conscience, mais en échange, on les met dans un coin. Moi, on les voit, mais on se porte. Et vous voulez tout le contraire. C'est exactement ça votre lutte. Et la lutte, c'est celle-là. C'est celle de faire changer la mentalité des entreprises et surtout de leur faire comprendre que les qualités des autistes sont extrêmement efficaces dans les entreprises. Et je dis extrêmement efficaces. Nous avons aujourd'hui 9 autistes, on en aura bientôt 10. Les 10 autistes, enfin les 9, s'avèrent plus efficaces. Et je pèse mes mots, nous l'avons mesuré. Plus efficaces dans les tâches qu'on leur donne que les travailleurs ordinaires, neurotypiques. Parce que ordinaire, personne n'est ordinaire. Nous sommes tous je peux différents. demander quel genre, donc c'est au sein de l'entreprise Andros, là, que vous parlez, absolument. Les compotes. Donc quelles sont les tâches? C'est pas les compotes, c'est les yaourts et les mousses au chocolat, oh mais ça fait rien. Là, je sens que là c'était encore plus grave que mon premier faux pas. Effectivement. Ces délicieuses choses qu'on mange dans des petits pots. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Donnez-nous un exemple des tâches. Alors, il y a des tâches, ils peuvent faire des tâches extrêmement variées, à partir du moment où ces tâches sont séquencées. C'est ça. À partir du moment où on adapte la tâche à leurs caractéristiques de base. Super. C'est assez simple. Nous tous, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me plaît bien. Nous tous, on aime bien écrire. Puis alors, dans l'éducation nationale, c'est pire. Hein. Donc, on aime bien écrire et puis on va donner les consignes, etc. Alors ça fait, chez les ingénieurs dont je suis, ça fait le guide de votre voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà dépassé la page numéro 1. Moi, pas. C'est illisible, c'est incompréhensible. Et le jour où on crève, on se demande comment on va faire pour aller trouver la façon de changer la roue. Puis il y a le guide de montage du meuble Ikea. Celui-là, il est fait pour les autistes. Celui-là, il est fait pour les autistes, mais vous savez, il est aussi fait pour nous. Parce que celui-là, on va le lire, parce que toutes les tâches sont séquencées, claires et en images. Et il n'y a pas un seul mot. Adaptons-nous. Toutes les adaptations des postes de travail qu'on a fait pour les autistes dans notre usine ont rendu les neurotypiques plus efficaces. Ça, c'est fou, ça. Donc, c'est formidable. C'est comme, excusez-moi, c'est une parallèle qui n'a rien à voir, mais les femmes mères sont beaucoup plus efficaces pour l'entreprise, surtout au niveau managérial, que les femmes sans enfants. Je suis désolée, c'est une étude suisse qui le dit, et ça va à total contrario de tout ce qu'on pense. Parce qu'on augmente en efficacité quand on a donné de la vie. Bon, bref. Pardon, divagation d'autres thématiques. Bref. Je trouve ça formidable ce que vous racontez. Alors, comment on peut faire que d'autres gens soient si éclairés, si j'ose dire, sur la cause autiste et agissent de la même façon? Ça veut dire de faire plus de place dans leur entreprise, dans leurs usines pour des autistes. Quelle est la flamme que vous nous donnez? Il n'y a qu'une seule flamme pour les entreprises. C'est vous allez gagner plus d'argent. Il n'y a pas d'autre flamme dans une entreprise. Une entreprise, elle n'est pas là pour faire du caritatif. Elle n'est pas là pour faire de l'éducation, elle est là pour gagner du pognon. Donc, elle emploiera des autistes. Si employer des autistes, ça répond à ses besoins et ça fait des employés efficaces. Ça augmente leur productivité, et finalement. Ça augmente la productivité. Nous avons une productivité qui s'est améliorée sur les postes dans lesquels on a mis les autistes. Alors, il y a toute une variété de postes, je ne vais pas vous tenir trop longtemps là-dessus, mais qui sont des postes d'ouvriers, puisqu'il s'agit d'autistes sévères, mais qui sont des postes d'ouvriers, mais maintenant on les envoie au labo de contrôle qualité. Ils ont des consignes extrêmement strictes d'hygiène. On fabrique des mousses au chocolat avec des œufs, etc. Si bonne maman commence à tuer les vieilles dames parce qu'on n'a pas fait c'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi cette blague-là. Ça ne va pas le faire. Pour l'image de la marque, ça ne sera pas bon du tout. Et donc, ils ont des consignes, par exemple, d'hygiène extrêmement strictes. Ils travaillent à 6 degrés. Ils ont surtout un programme totalement inclusif où il y a non seulement le travail, mais toutes les activités qui conduisent à leur autonomie. Non, à côté de l'entreprise, il y a une prise en charge globale qui leur permet de s'autonomiser de plus en plus. S'autonomiser, c'est vivre la vie de tous les jours. Mais c'est superbe. Monsieur Dufresne, c'est ce que si on voudrait suivre votre exemple ou donner à une entreprise qu'on connaît les clés de la réussite en embauchant par exemple les autistes, parce que c'est votre spécialité, c'est sur la page vivre et travailler autrement.com qu'il faut aller? Alors, c'est pas .com, c'est .org, mais effectivement... c'est important. C'est important. Et donc, effectivement, il suffit de nous contacter puisqu'on monte une équipe d'essaimage pour permettre à des entreprises de le faire. Et ça y est, on a déjà plusieurs entreprises
importante. Et vous qui êtes un homme de communication, cette idée qu'embaucher un autiste augmente même le travail la productivité des dentistes, il va falloir que vous parsemez cette information plus large parce que ça, pour moi, c'est une totale nouveauté. Je suis des médias, donc il va falloir publier ça un peu plus largement. Quand on a à côté de soi et qu'on est neurotypique, un autiste qui travaille mieux que vous, ça vous pose des questions. Mais c'est bien. Posons-nous les questions. Merci beaucoup pour ce formidable témoignage. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous reprends juste ça. Merci. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors ça, vraiment, je ne l'aurais pas cru. On passe donc à la 4e et dernière table ronde de notre petit colloque, ou plutôt grand colloque, de la scolarisation à l'insertion sociale et professionnelle. Ben voilà, après cette formidable entrée en matière, je vous demande d'accueillir la modératrice de cette table ronde, qu'elle va se présenter elle-même, parce que pour une fois, elle n'est pas issue de l'Éducation nationale. Voici Marie-Pierre Toupens. C'était bien? Bonjour Marie-Pierre. Voilà, un bisou un micro gris, hop. Un bisou et un micro, ce sera plus pratique pour ouvrir cette table ronde, oui. Marie-Pierre, donc vous êtes la seule modératrice qui n'est pas issue de l'Éducation nationale. Déjà, vous êtes, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau. L'Éducation nationale m'en excusera de l'expression. Et expliquez-nous pour quelle association vous travaillez, pourquoi nous défendons de votre présence ici sur scène. Bien, alors tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Marie-Pierre Toupens, comme vous l'avez dit, je suis coordinatrice générale d'un collectif interassociatif interhandicap qui vise à promouvoir la poursuite d'études des jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans et leur insertion sociale et professionnelle. Tout un programme qui permet aussi d'ouvrir cette table ronde, puisque les sujets que nous traitons sont les sujets que je vais traiter avec mes différents invités. Martine Caraglio, lors de sa présentation du colloque, indiquait, préparait le fait que nous allions aborder la question des certifications, des diplômes, des qualifications, le fait que nous allions travailler dans cette table ronde sur les questions d'insertion sociale et professionnelle, de voir quels étaient les freins, les facilitateurs, quels étaient les moments de rupture aussi, parce qu'on est bien dans cette logique de parcours pour ces jeunes en situation de handicap. Et il y a un enjeu justement à pouvoir visibiliser les barrières, visibiliser ces temps de rupture, essayer de trouver et de voir quelles sont les solutions, les propositions qui peuvent émerger dans les différentes expériences nationales, et de voir aussi comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes, comment est-ce qu'on leur permet d'oser. La représentante du Nouveau-Brunswick hier parlait de comment est-ce qu'on les accompagne à rêver, à se projeter vers un futur, vers un devenir professionnel en vue justement de cette insertion. Et de l'autonomie que nous souhaitons tous au degré maximum. Je vous laisse présenter les membres de votre panel et je vous demande de l'applaudir encore une fois parce que je trouve qu'elle a très bien introduit son sujet. Merci. Bien, alors j'appelle sans plus attendre Pirjo Koivula. Vous êtes conseillère éducation à l'Agence nationale finlandaise pour l'éducation et coordinatrice nationale de l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers. Je vous en prie, rejoignez-moi. J'appelle ensuite Stéphane Platzek, qui est responsable de la formation de la jeunesse et de la famille au sein de l'administration du Sénat de Berlin. Donc on va avoir une approche berlinoise également. J'invite aussi Joao Ribeiro à bien vouloir me rejoindre. Vous êtes technicien en chef du système d'éducation publique dans le domaine de la psychologie au sein de la direction des services de l'éducation spécialisée et des soutiens socio-éducatifs au ministère portugais de l'éducation. Bienvenue à vous. Et enfin, Bertrand Signé, vous êtes président d'Arpège, l'association dont l'acronyme signifie accompagner la réalisation des projets d'études des jeunes élèves et étudiants handicapés. Bienvenue à tous les quatre. Merci de votre présence et d'avance, merci également de votre participation. Alors, nous allons démarrer cette table ronde par un premier tour de table, j'ose dire, sur justement cette question de la transition entre la formation d'un jeune en situation de handicap et son insertion sociale et professionnelle, en posant également la question des résultats auxquels ça aboutit. En France, ça a été indiqué dans votre petit livret, pour les jeunes de 16 à 24 ans, on est sur un taux de chômage de 33% en décembre 2016, dernier chiffre en date. On voit bien là qu'il y a un enjeu
à la fois dans la fluidité, la poursuite des parcours, et puis qu'il y a un enjeu aussi concret d'insertion professionnelle. Pirjo, je peux vous proposer de débuter sur cette question? Je vous en prie. Okay, good afternoon. And first of all, I would like to thank you for inviting me here, and it has been a pleasure to listen to the presentations, discussions, and of course take part. And then I need to apologize that I need to leave to the airport 12:30. So that's just for your information. What comes to Finland, I think the basic idea in our society is equality and equity, and I think that is very good basis for inclusive education. We don't talk so much students or people with disabilities. We have also the 3-level support model that we saw yesterday in Canadian presentation, and we call them general support, intensified support, and special support. That is the strongest amount of support. We have had specialized teachers since 60s in our schools, and I think that is these teachers are working in every classroom, not in special classes, but in mainstream classes to supporting all the students, and of course they give special support those who need more support. And I think this has the influence that we don't have a stigma of students with special needs. We have the flexible model to arrange education. We heard from Italy that they have a flexible grouping. We heard yesterday also about co-teaching, where 2 teachers are working together in the classrooms, and that is what we do also in mainstream classes, where we have students with special needs and need of special support. Of course, it's very important to assess the situation of the students and then to have written plans. But we also need to look at the learning environment and what kind of accommodations we need to do. And that is in our guidelines, that is the first task before starting to focus on how to need the students. We have pupil welfare services that are right for every student, that they can have psychological services, and if it's acute situation, in 2 days, or otherwise in 1 week. Social workers at school and school health care, and of course everything is free for charge. In what comes to vocational education, every young person, including also those with severe disabilities, has the right to upper secondary education. And we have guidance and counseling that starts already from the primary school, and that is the task of every teacher. But then on the upper grades of compulsory education, there are specialized teachers who are professionals in guidance and counseling, and they support also to develop the competencies, not only the career counseling, but to develop the competencies that are needed in the future, in the life of work world or in independent living. And that is very important, and that continues in upper secondary education. Then one example is preparing students for work and independent living. This is for those who don't have skills enough to study according to objectives for upper secondary vocational
qualifications, but the aim is to enable the students to function as independently as possible. Still, the number of students who have special needs, they have a risk to have a lower level of education than others. Although, according to studies during the last 15 years, the number of these students have increased in the upper secondary education. According to a recent study, about 20% of people with disabilities have a permanent work in Finland, and 50% of them have, of the people in the working age who with the disabilities have had at least voluntary work or subsidized work or temporary work during the last 2 years. And about 30%, according to the same study, of these working age people with disabilities have an excellent or good working capacity. But the willingness to take the work is depending on the educational level and the age of the person. The younger they are, the more willing they are to take the work. So this is a short situation in Finland. Merci beaucoup. On retiendra les parallèles que vous avez pu faire avec d'autres pays dans les présentations qui ont été faites dans les tables rondes précédentes. On retiendra évidemment aussi les termes d'égalité, d'équité, de vie autonome sur lesquels vous avez insisté, et le fait que vous avez un certain nombre de données qui permettent aussi de voir ce que deviennent ensuite ces jeunes une fois qu'ils deviennent adultes, qu'ils deviennent salariés, fonctionnaires, qu'ils travaillent et qu'ils sont sur le marché du travail. Nous allons maintenant nous tourner vers Joao. Alors on a eu une présentation hier du système éducatif au Portugal, des éléments aussi sur ces 3 dernières années de scolarisation qui sont aussi un moment d'anticipation de cette transition entre la fin de la scolarité et puis l'insertion professionnelle, moment évidemment important, ça coïncide aussi avec un moment où ces jeunes deviennent aussi de jeunes adultes avec des aspirations, des attentes, des désirs, des envies qui sont parfois aussi différentes. Je vous laisse la parole. Merci Marie. Allow me just a few seconds to thank for the invitation to this beautiful conference. I would like to congratulate the organization and all the staff involved, and also in a very particular manner all the interpreters, sign language interpreters, which are doing just a phenomenal job. Secondly, I would like to and this shows that France is heading in the right direction, of course. Secondly, I would like to apologize for not speaking French. I don't know how to speak French. Maybe I will try to learn in the nearest future. But I think for now you will thank me for just don't try it to speak French. And thirdly, I think I will start my intervention, and maybe probably the end of the intervention will be based upon this idea that we're discussing here the social inclusion, and there is no social inclusion if you don't have a job. If you don't have the chance to earn money in order to achieve autonomy, it's not possible to achieve social inclusion. And to achieve that, you have to achieve inclusive education. It's not possible to educate all with the same opportunities, and all means all, besides of
economic status, multicultural references, or cognitive situations. Only if you give the same opportunities to all to learn, you will be able to achieve inclusive education, and definitely not with a model that segregates students. So this is a basic idea. Relating to the question, with a more specific focus, I would say that until this year, because as you heard yesterday, we have a different legal framework now, and until this year, students who couldn't finish the compulsory education, which is until 18 years old, or if they couldn't reach the 80 years of basic education, usually, because some of them, when they finish the compulsory education, could become NEETs, which is a EU problem, not just a Portuguese one. They are directed into a specific vocational and education training in order to get a qualification and foster the opportunity to enter the labor market. In Portugal, we have a national qualification framework, and in 2015, it was done a big job in trying to adapt that qualification framework. And now you have 22 double qualification reference for people with disabilities. These qualifications reference are based on the adaptive training reference, which includes specific models to prepare these students. And I would like to highlight one of those modules, or units, which is integration training. This has subjects like portfolio building, skills development, active job search, and labor job legislation in order to empower them. Another distinctive feature is that this integration unit prepares them for a better practical training in the context of work. And this practical training in the context of work, it's much higher than a non-adaptive referential. This is in order to guarantee a successful integration in the labor market. And this was a big effort, and I visited some of these institutions that have these VET programs, and you can find that you have many students that can continue in the place where they did this practical job. They are good workers. They just have to have the correct support, and not only the students. Employees need to have this support too. They are not teachers, they are not psychologists, and they need to understand who they are employing. This is important. However, and it's a shame that there is an however, but national trends in Portugal for unemployed disabled people are very high. The overall unemployment rate for the disabled people is around 30%. And just a brief explanation. Another problem is that this data is not always easy to find. These numbers I'm telling, this 30% is from the 2014, which in Portugal was a particular time where the unemployment was rather high. But I wanted to tell you that this 30% represents 2 times more the rate of unemployed for non-disabled people. And I guess this is a EU trend, being 2 times more for these people. So if
we are getting or not getting the results we wished, and in order to achieve different results, we had to do something different, because different results with same procedures are very unlikely to happen. One measure was this new law on inclusive education that I can explain in very detail, but I can highlight some features. And one of those is that we follow a multi-level approach, which means that when a student can have access to curricula, you have three kinds of measures to foster that. You have universal measures, selective, and additional. Usually, students with severe disabilities, they need additional measure. But in the past in Portugal, you had a lot of students with individual educative plans and additional measures, and this was a little bit due to a need to categorize, to intervene. So if you had a problem, you need a diagnostic to set all the measures needed to intervene. This is not like this anymore. What justifies the measures is the fact that the student doesn't access to the curriculum, and you have to find within the school the measures to grant that access, and which means you have to justify in a very acceptable manner the choosing for an individual education program. And relating this to the job market, to the insertion into the labor market, if a student has an individual educative plan, you will have to individual transition plan, and this plan is now based in some important principles, which I will highlight two. One is the universality of education, which means that all students have the ability to learn and to develop themselves. And another one, very important, is self-determination, which means that you have to look not only to the needs of the student, but you also have to look at his interests and his motivations, and you have to respect his linguistic and cultural identity. This means that you have to give voice to them in order to don't follow or don't fall into a common error that is basically like this, as it is nothing about us without us. So I have to give voice to them. I have to know his interest. I know in some cases there's barriers, but there's always a way to initiate that assessment. So with these new measures, we expect from one side that you won't have so many students being directed to these adaptive vocational and educative training paths, which are valid ones, but most of the students who were entering this path didn't realize their full potential with them. So by needing to justify in a deeper manner the options you undertake, this path will be more unlikely, and probably you will have more students engaging in secondary education and in post-secondary education and fully acceding the curriculum of the dual system.
Merci, merci d'avoir rappelé effectivement ce qu'on traduirait, nous, rien pour nous sans nous, le principe d'autodétermination de ces jeunes, jeunes adultes, on en parlait précédemment. Merci aussi d'avoir rappelé les principes d'universalité, d'universalité, et de nous avoir présenté aussi à la fois le fait que vous êtes en ce moment dans une modification législative et réglementaire et donc des effets à voir sur les années qui arrivent, et puis on suivra avec intérêt effectivement les conséquences qui se feront, et également d'avoir illustré de façon précise comment est-ce que vous avez travaillé à adapter le cadre des qualifications, nous présenter comment vous fonctionnez sur justement comment est-ce qu'on va au plus proche des qualifications pour voir où sont les compétences, ce qui est possible, pas possible de faire, etc. On a travaillé aussi dans un cadre alors un peu différent, mais en France, on a travaillé sur ces attestations de compétences qui permet à des jeunes qui arrivent à un niveau scolaire de pouvoir valoriser ensuite les compétences qu'ils ont acquises, même s'ils ne sont pas dans une situation de pouvoir obtenir le diplôme en tant que tel. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas identiques, mais ce sont des logiques d'adaptation qui existent. Stéphane Platzek, je vais maintenant me permettre de me tourner vers vous. Alors, on passe à un autre système qui est aussi le système allemand, avec déjà une scolarisation qui est duale. Donc, vous allez peut-être probablement nous en dire beaucoup plus, et puis indiquer également quels sont les liens qui sont faits pour fluidifier cette transition entre l'école et le monde du travail. C'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence et bonjour à tous. Unfortunately, that's all my fluent French. Otherwise, it would take hours to tell you all about what we are doing at the little small city in Berlin, which is a German metropole, as you might know. I'd like to tell you about my role in that city first. It gives you a glimpse what my responsibility and what the chances are. We have the special problem in Germany that we have education is divided into 16 states, which you might call provinces in France. So every state deals the education on its own, and this is some kind of a problem, but it's an enrichment as well. This says a lot about education, about 16 plus, and the interface to employment in Germany, but I'll deep dive into this soon. We heard yesterday about Horizons, the sunrise of inclusion and the paradigm change, and I'd like to give you some ideas what happens in the small town of Berlin. This conference is about the exchange of ideas and approaches, and well, let's have this one from my perspective. You might know the German dual system has been already introduced, but bear in mind that more than 50% of all the students in Germany are part of the dual system and entering workforce through that mean. What does it mean, actually, dual system? Students search for an enterprise or a company and they sign a contract for vocational training. So mainly the vocational training is the part of the enterprises and companies to train all these students, 50% of all the students in Germany. What's the role of the school and the education system? These students go to school for roughly about 20% of the time during their vocational training. So we have to have schools for theoretical education of all the jobs and all the professions which we have regulated in Germany. As you might know, Germany, we regulate everything. So we have regulated 300 professions throughout Germany, and my part is one of my responsibilities is to provide the vocational educational schools for that part. So this is one part, and I do this in kind of training centers. Main part of that is vocational educational training, but we have also preparation for vocational educational training for all the students who are not able to achieve a contract with the companies and enterprise on the first run. So this gives you an idea what we do when it comes to people with special needs and disabilities. We don't differentiate there in general for
students with special needs and disabilities, we look at them at all. In my training centers there as well, we have the ability to achieve higher levels of high school or university access as well. So it is a training center which is quite large. They're quite large units. There are roughly more than 2,000, 3,000 students per unit there, and I've got 80,000 students in the whole city. It gives you an idea. My second responsibility is a thing which we call the Youth Employment Agency. So we have the training centers, and I've got the youth employment agencies with several players. We have the federal players, which is the Federal Employment Agency. We have the state players, which are the schools, and we have even community players who care about youth and young adult support inside the various communities of the city of Berlin. So the second thing is Youth Employment Agency. And the third thing rounds it up a bit. I'm responsible for the transition from school to employment in general. What does that mean? We think that initial training in secondary school is not enough, it's not final, and we have to improve the orientation of all students in secondary schools towards the employment. So it's my responsibility to go into the secondary schools and organize the transition and the orientation for young students in secondary school. What we observe is a growing number of students with special needs in the secondary schools. And this is some kind of a legal problem as well, because we have 10 years of school obligation for students, and after that I've got no mean at all to track the students, to counsel the students, because they have fulfilled their 10 years obligation. So what we do there, we search for the consent of the students and the parents itself during their stay in secondary school to track them afterwards for them by the means of the Youth Employment Agency, for example. So, as everybody said, participation in social life comes from jobs. And how is that done? Actually, they have to have a job. Everybody has to have a job, and we do this by training. Our motto is nobody must get lost. We care, and especially I care, that this happens. The main objective is through a dual system. So we have a nationwide recognized training which enables students who pass these to get a job everywhere throughout the nation, because the companies and enterprises can rely on this training, which has been carried out by other enterprises and companies. So everybody who has fulfilled this is able to be employed anywhere throughout the Republic. What do we do there to consider special needs? We have built in this methods of compensation of disadvantages. This is mainly time exceeding or other means to get these, all the people have examined at the end in the dual system. We have, additional to this, disability-specific adjustments of the structure of the training to recognize the special needs. And obviously, as the contract is being made with the companies and enterprises, the companies and enterprises has to be supported in that and have to face that as actually an additional value. We have systematic disadvantage compensation in the training under state law to enable people with special needs to enter the workforce and in the dual system in a layered approach. Normal dual system vocational educational training is about 3 years. You might prolong them if you have special needs to more than that. But anyway, we have people who are not able to fulfill all the requirements which are needed for these 3 years training. So what we have there, we have professions with layered expectations, which are running on 2 years only, and contract as well, 2 years,
and with the possibility to extend to the full three-year profession afterwards. So this gives you an idea what we do there in a layered approach that means that people with special needs can enter the workforce with prolonged training time, but we have to always have companies and enterprises and the school as in a dual partnership. When this does not fit, we have special facilities for vocational training run by the stage, where the full-time vocational training is done inside the school, where we have specially equipped workshops and experienced and trained staff for that. So the main target again is to have all the people fully educated, fully trained. If this is not possible, we offer, and I told you in the beginning at my training centers, we offer preparation for vocational training. So what we do there in a 1 or 2 year term in an inclusive way, for all the students in Berlin, and believe me, there are more than you can think of who are not able or not recognized to start a vocational training. We offer young people 1 or 2 year preparation by some general field of profession to enter the workforce with apprenticeships inside companies, and we rely on the gluing effect which might happen there, that companies see, okay, this is a person I'd like to give a contract for vocational educational training. So it is a preparation for the training which we offer at our schools 1 or 2 years, and with the ability to improve school leaving qualifications as well. And the third approach, if no training is possible and no preparation of training is possible, we have federal means and state means that we support enterprises to employ people directly, and we finance these companies and enterprises by means of adaptation measures or even financial compensation for hiring people who have lower work outcome than us. This has to be federally approved, but it's happening, and we have to counsel enterprises and companies for that. So this, as the general means, is to generate an experience of success for all the students, and in the preparation or even in the workforce, that the individuum has a positive attitude towards working and earning money for a self-fulfilled life. That might it for the moment. Thank you very much. Thank you. Juste peut-être, avant de passer la parole à Bertrand Signé, je voulais proposer à Pirjo de pouvoir nous dire quelques mots avant qu'elle ne soit contrainte de partir, notamment sur, on l'a vu avec l'intervention de Stéphane, il y a des acteurs qui sont très différents, qui sont multiples, il y a un enjeu à pouvoir les coordonner, il y a un enjeu de pouvoir laisser du temps aussi à certains jeunes dans la construction de leurs projets. On a parlé d'orientation, il y a toujours un paradoxe à s'orienter à un moment de la vie où on est adolescent. Donc voilà, bon, il y a ces éléments-là. En quelques mots, bien évidemment, les pistes d'amélioration, les expérimentations sur lesquelles vous pouvez être en Finlande, et en même temps, peut-être des éléments qui, à la réflexion, et ça on analysera tous ensemble, pourraient du coup être transposables. Yes, thank you. I just listened to the interpretation. In Finland, as long as the young person with disabilities is in education system, and I mean basic compulsory education or upper secondary vocational qualifications, the responsibility is on the school, and it is a joint responsibility of all the professionals. But of course, the guidance and counseling professionals are those who have the main responsibility of that. We have
After that, we have so-called youth guarantee that offers everyone under the age of 25 and also those who are recently graduated under the age of 30. It guarantees either an employment, a study place, a place in the on-the-job training, or in a rehabilitation within 3 months after becoming unemployed. I think that is the most important thing. But then in every country there are challenges if we are looking about inclusion in work life. When I was in my early childhood, Finland was one of the poorest countries in Europe, and I think, I don't know if it's that is why our ethos nowadays we are Nordic welfare state, and the ethos is that there is still an idea that people with disabilities don't have to work, that our welfare states have to compensate their disadvantage by giving them a disability pension. And I think that is the mindset and attitude that our politicians, civil servants, and all of us have to change, because we need to listen to these people. What do they want? And of course, they want to participate in the society. And it is good that this youth guarantee guarantees the rights for everyone. We have, if we think of those who have challenges to be included in the work life or in society, we have certain cross-administrative networks that coordinate actions. We have the employment office, municipality social services, and then our national social insurance institution. They provide services in a one-stop shop to those who need multi-professional support, including young people with disabilities. And this is very important because it's very difficult for them if they need to do many applications to run to different offices to find the services, that they can find it from one place. Then we have certain labor market measures that can be used, like subsidized temporary employment and social enterprises. These promote inclusion and creates work opportunities for these individuals. And these social enterprises, they are entitled to a wage subsidy from the state. So if they are employing people with disabilities, this is just one example. They also have young people have access to normal rates of employment services and, for example, vocational guidance and career planning, and these are services are provided by employment offices. I have a lot of examples here, but now that I apologize that the time is running now. We say thank you very much that you came here. She has to take her taxi et malheureusement il faut qu'elle parte pour qu'elle puisse partir. Nous avons tout préparé que vous puissiez même partir backstage. Merci beaucoup d'avoir fait le long chemin de la Finlande jusqu'à Paris. Et vas-y Marie-Pierre, sans aucun problème, tu peux continuer. Merci encore. Donc sans transition, mais avec une transition tout de même, Pirjo nous parlait de responsabilité commune. Alors on va du coup se tourner vers un acteur qui est un acteur différent de ce qu'on a pu déjà entendre, qui est un acteur issu du monde de l'entreprise. On n'a pas évoqué, mais on aurait pu l'évoquer, que de la même façon qu'au niveau de la scolarisation, il y a des politiques qui sont très différentes liées à l'histoire sociale et historique de chaque pays. Au niveau évidemment de l'emploi, on est aussi face à des repères différents entre les pays qui sont plutôt orientés
dans une logique dite catégorielle, avec des quotas, des pays qui sont plus orientés vers des logiques de non-discrimination avec les aménagements raisonnables, et puis toute la palette des possibilités d'équilibre qui peuvent exister entre ces deux horizons différents. Que pouvez-vous nous dire en tant que président d'Arpège sur à la fois l'enjeu de la constitution de votre association, vos actions et quelque part est-ce que vous voyez, vous, à votre niveau, de votre point de vue, des bougées, des évolutions depuis qu'Arpège s'est créé? Je vous en prie. Bien, ben, merci. Bonjour à tous. Oui, c'est peut-être le regard de l'entreprise pour encourager toutes ces initiatives dont on vient de parler. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit M. Dufresne, dans lequel je me retrouve bien, en fait, en effet, les entreprises, il faut qu'elles aient un intérêt. Sauf que l'intérêt, il n'est pas forcément économique. Il peut y avoir d'autres formes d'intérêt, notamment des intérêts, des engagements sociaux. Et je vais vous illustrer ça de manière très très concrète. Dans un certain nombre d'entreprises, on signe des accords handicap, dans lesquels les entreprises s'engagent à embaucher des jeunes en situation de handicap. C'est le cas de mon entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie. Donc on est prêt à le faire, on annonce des chiffres, sauf qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, les managers sont prêts, les directeurs sont prêts, et on ne trouve pas les jeunes susceptibles d'intégrer ces entreprises parce que le niveau de qualification est beaucoup trop éloigné du besoin d'entreprise. Donc, concrètement, c'est quand même quelque chose qui est difficile parce que, voilà, dans mon domaine, on va chercher des gens qui sont dans un bac d'électronique, électrotechnique, et on ne trouve pas ça. Et donc, les entreprises, on dit comment faire? Alors, on peut payer, il peut y avoir des indemnités par rapport à une obligation des 6% qui nous est faite, mais il y a aussi la volonté de se prendre en main. Et donc, c'est le choix qu'a fait un certain nombre d'entreprises. Donc, c'était quelques dizaines d'entreprises au sein de l'association Arpège. Aujourd'hui, on est 80. Et sur quoi porte cet engagement? C'est de dire, mais il faut qu'on travaille en amont. Il faut qu'on travaille en amont, il faut qu'on encourage les jeunes à faire des études qui vont les rapprocher du niveau de qualification qui est attendu par les entreprises. Donc, quelque part, ce n'est pas un résultat immédiat, c'est plutôt une espèce d'investissement dans la durée. Et donc, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est de rapprocher les jeunes des entreprises. Et les rapprocher, c'est apprendre à se connaître. C'est faire en sorte que les entreprises voient des jeunes en situation de handicap, qu'on les intègre dans des stages. C'est le fait d'organiser les choses pour leur présenter des métiers, pour leur donner envie. Parce qu'un jeune, ce qu'on a découvert, mais ça paraît être une vérité évidente, un jeune en situation de handicap, il est d'abord jeune. Il est d'abord jeune et il n'a pas forcément d'envie. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et c'est vrai pour tous les jeunes. Donc la seule différence par rapport, je dirais, à d'autres jeunes, c'est qu'il y a un certain nombre de difficultés matérielles qui peuvent exister et qu'il faut prendre en compte. Et donc le travail d'Arpège, c'est de lever ces difficultés en regroupant différentes entreprises qui vont présenter leur métier à des jeunes, avec leurs enseignants. C'est en accueillant des jeunes en stage et faire après qu'ils aient envie de continuer leurs études, de s'orienter vers des études qui pourront plus tard leur permettre de plus facilement s'intégrer. Après, voilà, c'est un travail, c'est pas si facile, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Mais on a vraiment cette conviction de dire il faut qu'on rapproche entreprises et jeunes et avec l'éducation nationale pour, quelque part, préparer l'avenir et leur faciliter l'intégration. Merci. On a évoqué du coup un certain nombre d'acteurs, l'Agence pour l'emploi tout à l'heure, les personnels d'orientation, évidemment les enseignants, les autorités politiques, hein, quelles qu'elles soient. On parlait de la communauté de Berlin tout à l'heure, les acteurs de l'emploi. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui peuvent exister, de lieux également, de fonds, hein, notamment en France, les fonds qui collectent la contribution. Bon, il y a énormément d'acteurs. Est-ce que en Allemagne, au Portugal, il y a des acteurs qui seraient différents, dont vous n'auriez pas parlé et dont nous aurions intérêt à prendre connaissance maintenant dans le cadre de ces parcours de ces jeunes en situation de handicap vers l'insertion sociale et professionnelle. Joao, peut-être pour commencer? Vous avez un micro, juste.
Right now, yes, but until now, it was basically the same players that were involved in career guidance. So at the educational level, you had a cabinet of guidance and psychology who were responsible for fostering successful educational success at educational paths, and also to prepare the transitions between the different levels of education and from from education to the labor market. At the public employment system, you have institutions who provide this career guidance to citizens who are out of the education and training system in order to qualify them or requalify them to enter the labor market. But again, in Portugal, times are changing, and now in the public system, we are seeing a first movement from which is not to rely anymore on organization with special vet pets and offerings to special people, to turn them into resources associated with public employment system, and these resources help them when needed to provide information, assessment and guidance, and also to develop activities to promote professional skills which will place people with disabilities and impairments in the labor market. At the educational level, with this new legal framework, every school has to create a multidisciplinary team. These teams have many responsibilities, mainly in the assessment and choosing the right measures to undertake on a multi-level approach. But these teams have an important task, which is potentiating synergies with the community and with municipalities and with the other community institutions in order to promote coordinated responses. Because we had guidance at educational level, guidance at the public employment system, and this was provided a fragmented response. And in Portugal, we didn't have one-stop shops. And we didn't have integrated response. So this multidisciplinary team will try to promote synergies with the community to develop coordinated responses, mainly in the case of people with disabilities, in order to better promote independent living, to promote vocational and guidance programs, to help the non-severe disabled pupils into higher education. And I'm not saying that that's impossible. No, that's not the idea, but we have many disabilities, and some of them are not going to higher education, and they could. And so this is one of the tasks. And another task is to integrate the ones who are not going into these paths to go into vocational and training programs. So in order to fulfill this this aim of inclusion, it's envisioned that specific community resources would be put in the place in order to help the response of this multidisciplinary team. When they cannot respond because they don't have the means, they have to look for synergies in the community. Merci bien, Stéphane, de votre point de vue, avec votre expérience berlinoise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur ces acteurs qui pourraient être du coup complémentaires à ceux que nous avons déjà évoqués? Là, nous avons parlé
d'équipes multidisciplinaires. On a insisté sur l'enjeu de la coordination, sur l'enjeu des synergies. Voilà, c'est à vous. Yeah, actually what you said is that we have a lot of stakeholders and a lot of players in the game, but anyway, we are quite successful as we believe in coordinating all these players in games by the means what I told you, the Youth Employment Agency, which is not an unemployment agency, but it is an employment agency looking forward to employment. But let me comment on this, especially on the multi-professional teams which are involved in that process. Out of the Youth Employment Agency, what we have is we have counseling teams which we send in all the secondary schools, consisting of actually 3 people inside the secondary school. Who are they? There's one teacher from the secondary school in the team responsible for the orientation and counseling process for secondary school from class 7 up to 10. So this is one member of the team, one teacher from the school itself. There's one teacher from my vocational schools inside that team, counseling what is possible in all the fields of the profession. And there's one team of the Federal Agency of Employment inside the team, counseling inside the secondary school. So there are 3 team members, multi-professional from different type of schools and from the Federal Employment Agency, and with focus on people with special needs and even disabilities. These guidance from the Federal Employment Agency, they are highly trained to see what kind of support systems are available for all the students inside that particular class 7 to 10. Let me focus on some projects, what happens accompanying that approach of that multi-professional teams. We are establishing a system, or actually you might call it a happening. We will have something which we call talent check in class 8. So it's not yet right now. So what we do there is we show young people what their talents are on a more or less youth appropriate way. So they go to some place where their talents are checked and they are becoming visible. And we support this with counseling after that talent check. So our approach is to reach all the students in class 8 to have their talents being visible. And this is a forward approach by means of what are your talents. And after class 8, we enter apprenticeships there where we send students inside companies and enterprises, hospitals and whatsoever, on a regular basis. So every student has to encounter workforce at least once or twice during their stay in secondary school. And there we work together with the other players which have an important role in the dual system, which is the Chambers of Commerce and Crafts in Germany, but also the unions and the associations of all the employers by means of various fields. So because we have to have, this is not only a matter of mathematics. When you have 30,000 students in the class 8 or 9 and you send them for 2 weeks somewhere, you have 60,000 situations of apprenticeship to organize. And it's not organizing, you have to have high quality, that they are really learning and experience what is work after class 10, what is work in life probably. So that's for that. Peut-être justement un petit commentaire sur ces entreprises prêtes à accueillir, Bertrand, si je peux me permettre. Bien sûr. Non, enfin, sur l'aspect coordination, ça me paraît en effet important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et alors, si je prends ma casquette entreprise, expérience d'entreprise, pour se coordonner, il faut faire des choses ensemble. Il faut avoir des objectifs communs. Donc, je pense que c'est pour moi une piste de progrès de pouvoir être capable de se donner des objectifs communs et des objectifs. Vous savez qu'en entreprise, on dit souvent il faut des objectifs réalistes et mesurables. Et moi, je pense à quelque chose qui, à Arpège, nous tient à cœur, c'est le stage de 3e. Au-delà de l'emploi direct, encore une fois, je reviens sur notre ADN, c'est de rapprocher.
rapprocher les entreprises, rapprocher les jeunes. Et le stage de troisième, on l'a fait pour tous les jeunes. Et le constat que l'on fait, c'est que pour les jeunes en situation de handicap, ça se fait moins bien. Parce que sans doute c'est plus compliqué, parce qu'il faut mettre de l'énergie. Mais cette énergie, il faut qu'on arrive à le traduire, à le valoriser à travers des objectifs et être capable de montrer que les choses s'améliorent. On ne va pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais de pouvoir montrer que les choses s'améliorent dans la durée, c'est un signe extrêmement encourageant pour tout le monde. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut qu'on arrive à faire. Nous, avec Arpège, on a des conventions avec les rectorats. Donc on travaille avec 5 rectorats particulièrement. Donc il faut peut-être qu'on aille plus loin, il faut qu'on intègre d'autres acteurs. Mais je reste convaincu que si vraiment on veut progresser dans le sens de ce qui était dit, il faut qu'on raisonne avec des objectifs, encore une fois, assez précis, et pas des objectifs forcément très lointains, mais des objectifs qui sont atteignables à court terme. Et puis après, on pourra toujours revoir cet objectif-là, avoir d'autres choses. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, si on veut coordonner les acteurs, et ça me paraît extrêmement important, il faut qu'on le fasse autour d'objectifs communs. Merci beaucoup. Je crois effectivement que c'est cette articulation entre les objectifs communs et puis, on l'a dit, on l'a rappelé à plusieurs reprises, des objectifs beaucoup plus généraux avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui donne un cadre, qui est pour le coup le cadre commun à l'ensemble de ces échanges que nous avons eus. Et puis, cette fois, je vais me permettre de passer la parole à Annette, puisque c'est à vous maintenant d'animer ce temps d'échange avec l'ensemble des participants. Je vous remercie. D'abord, je voudrais vous remercier de votre excellent travail de modératrice et aussi d'applaudir notre panel. Ce que j'ai retenu de la dernière intervention, c'est justement le titre de ce colloque, Ensemble. Cette histoire de l'inclusion, pas seulement à l'école, mais dans la société, ne va que réussir si on l'entame ensemble. Mais on va donc vous donner, comme d'habitude, et pour la dernière fois cette fois-ci, la parole pour poser quelques questions. Et bien voilà, je vois le premier bras qui se lève. C'est à droite pour... il y a l'hôtesse qui vient. J'essaye de ne pas gâcher ou... cacher les sous-titres de nouveau. Voilà. Et merci, comme d'habitude, de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Agnès Duguet, je suis vice-présidente du FIP, donc le FIPHFP, qui veut dire Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors, je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais juste très rapidement présenter le FIP, qui donc a été créé par la loi de 2005, mais avec une obligation d'emploi dans le public qui date de 1987. Donc, le FIP est une spécificité française, donc pour le public, avec son pendant dans le privé, qui est la GFIP. C'est un établissement public administratif de l'État dont la gestion administrative est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, et les employeurs publics n'ayant pas atteint un taux d'emploi de personnes en situation de handicap de 6% doivent lui verser une contribution. Les montants de ces contributions sont ensuite reversés sous forme d'aide aux employeurs publics. Alors, quelques exemples des actions qui peuvent faire l'objet de financement. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir exposé l'existence de votre organisme, c'est-à-dire si quelqu'un en situation de handicap a envie de travailler dans la fonction publique, c'est à votre organisme qui s'adresse. C'est bien cela? Oui. Alors, est-ce que je peux donner juste quelques exemples dans le cadre du sujet qui nous intéresse ce matin? Non, je suis désolée, parce qu'il y a des questions dans la salle. Là, on est dans l'échange vers la fin. Mais en revanche, vous l'avez bien vu, madame, donc si vous avez des questions à lui poser, tout de suite à l'issue, il y aura encore un petit buffet où vous allez pouvoir échanger. Je veux juste présenter le livre que vient d'éditer le Conseil scientifique du FIP qui s'appelle « L'emploi des personnes en situation de handicap en Europe ». Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Qui souhaite poser une question à nos panélistes? Par exemple, messieurs. Vous allez comprendre, madame, si ici c'est surtout pour échanger et pas pour juste parler de sa propre occupation. Voilà, le monsieur avec la cravate. Vous n'êtes pas le seul, mais quand même, c'est plutôt décontracté, je vous entends. Bonjour, Jean-François Lévesque, je suis conseiller technique du recteur de l'Académie de Poitiers. En France, nous avons ce que l'on appelle un milieu protégé pour l'accès professionnel aux jeunes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez que c'est concurrentiel ou complémentaire d'une inclusion réelle dans le milieu professionnel?
Donc là, c'est directement une question donc, pour nos amis venant du Portugal et de Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez? Marie-Pierre, tu peux leur aider, hein? Yeah, as I told you that we have these protected environments as well, but this is an augmentation. So the main goal must be to include everybody into the workforce. And what is somewhat positive in that is that our companies and enterprises today are not getting enough employees yet, and well-trained employees yet. So we focus on training, and I told you all the layered approaches which we do there, and I strongly believe that it's an augmentation to have protected environments, because we will probably not get everybody into the workforce, but we are still trying hard to do so. D'ailleurs, juste pour ajouter un petit élément, ce que nous a dit la dame venant de Finlande, c'est vrai, c'est sûrement pas la solution de leur attribuer une rente et de pas les intégrer sur le marché du travail. Je crois que ça, c'est vraiment un des résultats aujourd'hui, c'est évident. Ils veulent trouver leur place dans la vie active. Je vous en prie. In Portugal, we also have protective programs to job placements. But what happens is that these programs have a duration in time, and when they end, usually employees will hire another young man with or young women with disability, and so this is not working. And we heard yesterday that these protective systems sometimes can impair autonomy, and so it's a little bit dangerous to have them in the public employment system. At the educational level, my answer would be that no, because we have to bear in mind the convention, the UN Convention on the Rights of the Peoples with Disabilities, and this is stated very clear in Article 24, that the right to inclusive education is not compatible with sustaining two systems of education, mainstream and special segregated education systems. And this is a strong statement from a strong world organization, and we have to have this vision in mind. Donc c'est clairement anti-système protégé, si j'ose dire. Merci beaucoup pour cette intervention. Qui souhaite encore? Voilà. Je vous en prie, messieurs. Bonjour, Xavier Carnin, chargé de mission handicap dans une école d'ingénieurs Unilassal et animateur du groupe handicap à la conférence des grandes écoles. Lors de notre dernière enquête de la conférence des grandes écoles sur l'insertion professionnelle, nous avons vu que les étudiants qui sortent diplômés de nos écoles, donc en Master 2, ont le même taux quasiment d'emploi à l'issue de leur diplôme que les étudiants qui ne sont pas en situation de handicap. Alors je voulais savoir si au Portugal et en Allemagne, vous avez les mêmes taux d'insertion professionnelle après un parcours d'études tel Master 2. Ça sera intéressant de comparer avec l'expérience chez vous. Simple question, simple answer. If they have the same qualification, people with disabilities have an advantage for the concrete job that they are applying at. So that's really simple. They have an advantage if they have the same qualification. This is a state law, and there is a federal law as well, and we are sticking to that. Yes, in Portugal, with if you have the same qualification, there's a quota for people with disabilities, and this quota is higher at the public administration service. The question that was highlighted in this round table was a little bit the lack of access to the same qualifications, and I guess that's the point where we should improve. Très bien. Je pense qu'ils ont bien répondu à votre question. Je vous en prie, messieurs avec la chemise blanche, s'il vous plaît. Le microphone vient derrière vous. Et ce n'est pas le microphone, mais l'hôtesse qui a la gentillesse de vous l'apporter, bien sûr. Oui, toujours de Toulouse, donc l'équivalent de mon collègue avec la cravate. Je pense qu'en complément de la question qui est précédente,
La réalité des élèves en situation de handicap, c'est que 60% d'entre eux relèvent de la déficience intellectuelle. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est l'insertion de ces jeunes dans le monde du travail ordinaire. Et que cet enjeu-là, il est loin encore d'être rempli. Il y a des initiatives, je pense à Arpège, mais il y a plein d'initiatives locales qui sont prises à travers les conventions à tout pour tous ou des conventions rectorales qui sont passées avec les entreprises. Il existe le même type de dispositif. Et aujourd'hui, c'est la sensibilisation des entreprises et des petites entreprises en particulier à l'accueil de ces jeunes qui est en jeu. Je crois que autant les grandes entreprises ont fait le travail qu'il faut autour des 6% obligatoires d'embauche des personnes, même si elles n'y arrivent pas, parce que au final, les jeunes qui leur arrivent sur le marché sont nettement moins qualifiés que les postes qui leur sont proposés. Donc voilà la question à destination des membres de la table ronde, c'est chez vous, est-ce que cet enjeu-là des personnes handicapées relevant de la déficience intellectuelle est aussi un enjeu que vous sentez poindre, ou en tout cas qui apparaît très largement majoritaire? Cette fois-ci, c'est le Portugal qui aura d'abord la parole. Yes, it is. Cognitive impairments constitute the biggest barrier to access to qualification in labor market. And so what the situation is that those persons access qualifications, but a lower qualification, and so they will have access to jobs with lower income and lower responsibilities. And so in order to do something about this, there is not a single recipe or one size that will fit all the situations, but what we have to do is to guarantee first at the educational system that we are doing everything that is possible within the school to take those people to their maximum potential of education. And that's something we'll have to wait at least for a few months to see the outcomes. Donc oui, je crois que la réponse est surtout oui. C'est aussi un problème au Portugal encore et à Berlin. Same answer from my perspective. As I told you during my speech, we have jobs with lower requirements on competences and skills. They are mainly focused on 2-year education in a dual system. So the aim is to get into the working field first, but you can put another qualification on top of that to earn the full qualification and then the full money that's is involved. It is a problem, yes, because you have lower wages for these jobs, but you have jobs which you can live on. That's the main advantage on this one. And you have the chance to, by means of long life learning, to get higher qualification and higher jobs as well. But it is a problem, yes. Qui souhaite encore poser une question? Pardon, je vous en prie. En complément, parce que je trouve que c'est une très bonne question, et c'est vrai que quand on parle de gens qui ont un Master 2 ou un BTS, il faut le dire, c'est quand même plus facile, c'est évident. Donc, je n'ai pas la réponse. Je dis simplement que, par exemple, au niveau d'Arpège, nous, de plus en plus, on travaille aussi avec des syndicats professionnels où le niveau de qualification est moins. C'est vrai que si on raisonne par rapport à des grandes entreprises, on va tomber sur des qualifications importantes. Pourquoi? Parce que dans des activités plus manuelles, plus professionnelles, ça va être sous-traité. Donc, on essaye de travailler sur ce champ-là. Et puis, ça renvoie aussi à la question autour du secteur protégé. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Très bien, sur laquelle nous allons continuer à faire des progrès. Je vais prendre encore une petite dernière question avant que nous allons terminer cette 4e table ronde. Qui est encore curieux de savoir quelque chose, notamment comparé... Ah voilà, très bien. Merci beaucoup, messieurs avec les lunettes. Merci de vous présenter. Merci, madame sans lunettes. Vous avez raison. C'était une devinette parce que je ne le vois pas. Je poserai juste la question à l'ensemble des participants européens pour avoir un tour de table comparatif par rapport à ce qui vient d'être expliqué sur l'emploi des personnes les plus qualifiées et des moins qualifiées. Qu'en est-il
de ce qui s'appelle en France et qui est tout nouveau, et je pense que l'on est l'un des derniers pays européens à le faire, mais avec beaucoup de nuances, l'emploi accompagné. L'emploi accompagné. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on est de l'emploi accompagné? Je vous la pose telle quelle. I'm not sure that in Portugal we have accompanied employment, but I'm not sure if I understand the figure behind it. But what we have, and I previously... L'emploi accompagné est destiné en France particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à exercer un emploi seul, autonome, mais qui pour autant ne relèvent pas de structures spécialisées, mais qui sont accompagnés par des intermédiaires qui font le lien entre l'employeur et la personne pour faire médiateur, et ça s'adresse en particulier au handicap cognitif et plus mental. Super, c'était une très bonne explication. Comme ça, thank je you pense qu'on very a much compris. for the additional explanation. We have, I talked about it before, the resource centers of the public employment system. These resource centers were specialized units, segregated units for vet training for disabled people, and now they are resource centers. One of their responsibilities is to follow up job placement or to support job placement. And I think this is more or less within what you were talking about. Et in Berlin, in Deutschland, gibt es das? Est-ce que ça existe donc à Berlin un emploi accompagné, non pas à l'école, mais dans la vie active? Like my colleague said, what we have is we have accompanied learning and accompanied education. Yes, this is what we are organizing, this is what we are doing. I have no idea what accompanied working, if that's happening yet. So the answer to that question, I don't know actually, if we have accompanied. I don't know of any accompanied working in Berlin or Germany. Si je peux ajouter un élément de complément concernant l'Allemagne, nous avons au sein d'Arte un collègue qui travaille au bureau de Berlin, qui a perdu la vue suite à un accident qui n'avait rien avec son travail et qui continue à travailler avec nous avec un aide, un auxiliaire au bureau. Comme il peut plus, il a une toute petite capacité de vue encore, donc il a quelqu'un qui l'accompagne dans son travail au quotidien. Donc je pense que ça doit exister aussi dans notre système, mais bon, c'est juste un exemple, il y en aura peut-être d'autres. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de remercier ce formidable dernier panel international France, Allemagne, Finlande, Portugal, avec Marie-Pierre Toubens en superbe animatrice. Je vous remercie, vous pouvez reprendre place dans la salle parce que notre colloque touche à sa fin presque, mais que presque. Parce que d'abord, j'ai besoin de votre aide pour remercier tous ces gens qui ont contribué ici et avant que nous avons encore un illustre personnage pour la conclusion de ce colloque. Comme il y a plein de remerciements, je vous propose la chose suivante. Faisons ensemble comme ça. Vous pouvez faire ça avec moi? Très, très doucement, très doucement. Et quand je dis quelque chose, vous faites « Ah !» Comme ça, ça va plus vite. Alors, des remerciements. D'abord, alors, on commence d'abord, très doucement. Très bien. Des remerciements à l'équipe technique et à la régie, à la Vélotypie, aux interprètes en langue étrangère et en langue de signes, les personnes qui ont pris des notes pour les actes qui seront d'ici un mois sur le site du ministère, à la DREC, la Direction aux relations européennes et internationales du ministère de l'Éducation nationale, à la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DELCOM, la Direction de la communication, nos formidables hôtesses qui nous ont permis de faire interaction avec vous, l'inspection générale, l'avant-dernier, et là vous pouvez vous lâcher, Martine Caraglio. Sans elle, ce séminaire n'aurait pas eu lieu. Voilà, levez-vous Martine. Ouais. Et il faut dire la couleur, vert, micro vert s'il vous plaît. On a un micro qui ne marche pas, alors... Exprès.
Et je voudrais vraiment, au nom de tous les participants, au nom du ministère, remercier Annette, attendez avant d'applaudir, Annette Gerlach, parce qu'elle a animé, elle a porté, elle a supporté dans tous les sens du terme ce colloque. Sans elle, il n'aurait pas eu la même couleur, il serait beaucoup plus national que inter. Et vraiment, Annette, je vais te dire quelque chose. Wir sagen dir nicht adieu, wir sagen dir auf Wiedersehen. Chair de poule, merci Martine. Merci à toi, merci, un grand bravo, mais alors... Merci, merci, magnifique, magnifique. J'ai rougi, hein. Demande la régie, s'il vous plaît. Et donc, c'est pas encore la fin, parce qu'encore une fois, je vous ai promis un personnage clé de l'enseignement scolaire pour vous faire donc la conclusion. Je vous dis juste encore qu'en sortant d'ici, il y a un buffet, et pour les plus pressés, il y a une lunchbox à emporter. Donc, je vous remercie beaucoup, et maintenant, je vous demande un dernier applaudissement pour le... Après le ministre hier, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, vient maintenant un homme extrêmement important, l'un des personnages clés quand on parle de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard. Le voici. Merci beaucoup pour cet accueil, mesdames et messieurs, les participants au colloque Ensemble, regard international sur l'éducation inclusive. Je voudrais m'associer vraiment à tous les remerciements et remercier notamment le Centre des congrès de la Cité des sciences et de l'industrie de nous accueillir dans cette très belle salle, de nous avoir accueillis hier et aujourd'hui, et à nouveau son président Bruno Macquart, président d'Universcience, qu'on peut applaudir également. M'associer bien sûr aux remerciements de tous ceux qui ont participé à l'organisation, les directions du ministère de l'Éducation nationale, la DREIC, la DELCOM, mes collègues de la DGESCO, l'inspection générale également. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'au cours de ces 2 derniers jours, vous avez pu les uns et les autres échanger des expériences et des idées, échanger ces expériences et ces idées entre différents services, entre différents pays, pour un but commun, le but de l'accueil de tous les enfants et de tous les élèves dans nos écoles. 14 pays sont intervenus, et je pense que la cause de l'éducation inclusive a, à un niveau européen et international, progressé pendant ces 2 jours. Il est en effet primordial que nous réunissions nos connaissances, que nous réunissions nos forces afin de renforcer l'école inclusive que nous défendons. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a voulu cette conférence. Il a voulu cette mise en commun des pratiques de tous nos pays pour mettre en place un accueil efficace et un accueil pérenne de tous les enfants. Au-delà des échanges entre nos différents pays, et je sais que l'essentiel a été dans ces interactions, je voudrais aussi remercier la participation de l'ensemble des représentants de la société civile, et je tiens à remercier tout particulièrement les acteurs du monde associatif, les représentants du monde syndical, du monde économique, d'avoir participé à ces échanges, et bien entendu les acteurs du monde éducatif. Les élèves en situation de handicap témoignent de réalités, témoignent de vie, témoignent de parcours qui sont tous différents. Nous partageons tous la même ambition, elle a été réaffirmée, permettre à chacun d'eux de s'épanouir pleinement dans l'école. Je sais que certains d'entre eux font face à des difficultés, je sais que ces situations font émerger des inquiétudes des familles, inquiétudes légitimes. Les parents veulent que leurs enfants, comme tout enfant, réussissent, qu'ils réussissent à l'école et qu'ils soient autonomes dans leur vie d'adulte. Il est de notre devoir de faire en sorte que les parcours de ces enfants ne soient pas un frein à leur réussite. L'école de la République a pour vocation de les accueillir tous, et notre Code de l'éducation rappelle que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction. C'est l'article 111.1 du Code de l'éducation. Nous avons donc pour mission de proposer à toutes les familles l'organisation la plus adaptée pour leurs enfants, de donner une place à chacun d'entre eux. Le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse le rappelait hier, à cette rentrée 2018, ce sont 340 000 élèves en situation de handicap
qui sont scolarisés dans nos établissements, 20 000 élèves de plus qu'en 2017. Ce sont des chiffres extrêmement encourageants, mais qui nous engagent à poursuivre nos efforts pour proposer à tous les élèves des parcours de scolarité cohérents et complets. Et la dernière table ronde a montré aussi que ces parcours cohérents et complets doivent aller vers l'enseignement et la réussite dans l'enseignement supérieur et la réussite dans l'inclusion et l'insertion sociale. Les différentes tables rondes auxquelles vous avez pu assister vous ont permis de comparer les différentes solutions trouvées dans les pays européens et extra-européens. J'en profite d'ailleurs pour remercier les intervenants qui se sont déplacés, parfois de loin, pour venir partager leurs expériences. Ces échanges ont permis de défendre des idées fortes qui jalonnent nos ambitions. Coordonner, créer des partenariats entre les acteurs de l'école, accompagner vers l'autonomie, mieux former, permettre l'insertion sociale et professionnelle. Il s'agit de nos mots d'ordre pour aller plus loin dans la construction de l'école inclusive et constituer une véritable école de la confiance. Confiance que peuvent avoir les parents et les élèves dans l'engagement des professeurs dans l'inclusion scolaire, mais aussi la confiance des personnels de l'éducation nationale envers l'institution, afin que l'institution puisse les accompagner. En effet, cette politique vise à mieux informer, à mieux former, à mieux accompagner les enseignants et les personnels d'encadrement. C'est la première condition, c'est une condition absolument nécessaire pour mieux connaître et pour mieux accompagner les élèves. Par exemple, 750 personnes ont participé à des formations croisées avec les professionnels du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées. 100 postes d'enseignants ressources supplémentaires visant à accompagner les enseignants ont été créés à la rentrée 2018. Nous développons des outils plus adaptés. Nous développons, par exemple, elle vous a été présentée ce matin, la plateforme numérique nationale, pour accéder facilement aux ressources pédagogiques, mais aussi à un répertoire des bonnes pratiques d'accessibilité et une banque de ressources numériques pour l'école, et en partenariat avec des actions Educare, le Cartable Fantastique, Mon Cartable Connecté, etc. Nous allons d'ailleurs améliorer encore le recrutement des accompagnants. Le ministre a rappelé hier que nous créons d'année en année de nouveaux emplois d'accompagnants, en particulier vers les zones du territoire qui sont les plus en tension. Cette mesure va de pair avec une facilitation de l'accès au métier d'accompagnant. Il faut faciliter le recrutement de ces accompagnants et vous savez que des mesures ont été prises pour réduire la transition entre deux types d'emplois. Nous avons ensuite pour objectif de multiplier à destination des élèves et à diversifier les modes de scolarisation. Durant le quinquennat, nous allons créer 250 unités locales d'insertion. Nous allons également doubler d'ici 2020 le nombre d'unités d'enseignement externalisées au sein de l'école. Nous prévoyons en particulier de mettre l'accent sur les unités d'enseignement en maternelle, autisme, dans le cadre de la stratégie autisme 2018-2022, avec la création de 180 unités. À l'école primaire, cela se traduit par 45 unités d'enseignement troubles du spectre autistique. Toutes ces mesures ont pour objectif d'offrir aux élèves les parcours cohérents et complets qui obéissent à l'obtention d'un diplôme ou d'une certification professionnelle. Un groupe de travail national va travailler à l'amélioration d'aménagement des examens. Nous allons aussi créer une attestation de compétences acquises pour les élèves ne pouvant pas accéder au diplôme. Nous allons déployer l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans leur première démarche d'insertion professionnelle. Tout ce travail ne peut se faire que parce que le monde de l'éducation et le monde médico-social travaillent ensemble. Nous créons également, et par exemple, un groupe d'experts pour repérer les coopérations entre le monde médico-social et le monde éducatif. Et par exemple, à Belfort, le 5 juillet dernier, a été lancée la démarche Territoire 100% inclusif, qui peut inspirer d'autres expériences sur les territoires. Pour conclure, nous sommes conscients à la fois de l'importance, mais aussi des difficultés
de la complexité parfois des solutions à trouver pour construire une école véritablement inclusive. Mais la complexité ne doit pas nous faire oublier l'objectif, et cet objectif, c'est cette école inclusive. Et c'est pourquoi la conférence, le colloque d'hier et d'aujourd'hui est si important. Il permet de trouver des solutions ensemble. L'inclusion suppose cette mise en commun. C'est à la fois de notre responsabilité face aux enfants en situation de handicap et de leurs familles, et c'est à la fois l'union de nos compétences, de nos expériences, de nos pratiques pour mettre en œuvre de façon durable l'accueil de tous ces enfants qui est l'élément le plus important. Je voudrais vous remercier une nouvelle fois de votre investissement, de votre mobilisation en faveur de cette ambition qui est prioritaire pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Au revoir et merci. Je vais très vite.